Cours 6, extrait de Physique-Chimie première spécialité aux éditions Le Livre scolaire. Charge électrique, électrisation et loi de Coulomb. Alors, charge électrique, la matière est constituée d'atomes qui eux-mêmes sont constitués de protons et de neutrons, et ces électrons et ces protons sont de charge positive et négative pour l'électron. Alors, depuis l'Antiquité, on avait déjà mis en évidence le caractère positif ou électrique, enfin du moins les propriétés électriques de la matière, et en frottant différentes matières, on s'était rendu compte qu'il y avait deux types de charges électriques, donc positives et négatives, et les charges positives étant portées par les protons, les charges négatives étant portées par les électrons. Alors, toute charge est égale à un multiple de la charge élémentaire, puisque en fait, un proton prend une charge électrique complète qui vaut 1,6 10 exposant moins 19 coulombs, l'unité du système international de la charge étant le coulomb, et l'électron a exactement une charge de moins E, c'est-à-dire moins 1,602 10 exposant moins 19 coulombs. On ne peut pas trouver des électrons qui sont avec une charge qui serait par exemple la moitié de ça ou 99% de ça. Les charges viennent par quantum élémentaire de 1,602 10 exposant moins 19 coulombs. Alors, des matières, quand elles sont frottées, ont plus ou moins d'aptitude à garder à elles des électrons. Alors ici, par exemple, le PVC, le polystyrène, l'or, le cuivre sont des matières qui, lorsqu'ils sont en contact avec d'autres matières, tendent à lui prendre des électrons, ce qui fait que, comme au début, on a la matière qui a autant de charge plus que de charge moins, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a un proton, on a un électron qui lui est autour, et bien, si jamais on met en contact deux matières avec une qui a plus d'aptitude à prendre des électrons à l'autre, ben par exemple ici il y a cet électron là qui a disparu, qui va se retrouver ici, on a un léger différentiel de charge, donc ici on a une charge moins, enfin on a deux charges moins entre autres comme je l'ai dessiné, ici on a deux charges plus, et ce qui fait qu'il y a un déséquilibre de charge qui fait qu'on va avoir une attraction entre les matériaux. Alors bien sûr, pour avoir une attraction mesurable à notre échelle, il faut des quantités gigantesques d'électrons ou de protons, enfin, il faut donc des charges il faut des charges qui correspondent à de très très grandes quantités d'électrons ou de protons. On modélise l'attraction et la répulsion électrique par des forces qui, alors quand on l'écrit comme ça, je le réécris en plus grand, là c'est la force B sur A, donc la force exercée par la charge B sur la charge A, donc la flèche a son origine sur la charge, et on voit ici qu'on a dessiné des forces qui montrent que les deux objets se repoussent. C'est quand QA et QB sont de même signe. Alors, des charges de même signe se repoussent et des charges de signe opposé s'attirent. Alors on voit bien ici qu'on a dessiné toujours F de B sur A, hein, que ce soit pour cette flèche-là ou pour cette flèche-là, et F de B sur A, ça se dessine bien avec l'origine au point A. Alors comment est-ce qu'on peut électriser des objets? Il y a l'électrisation par frottement, on en a déjà parlé, quand il y a deux matériaux frottés dont l'un qui prend des électrons à l'autre, donc celui qui prend des électrons devient électriquement négatif, et c'est le cas de l'ambre, et pour la laine c'est l'inverse, elle deviendrait positive parce qu'elle a perdu des électrons, et non pas parce qu'elle a acquis des charges positives. En fait, les noyaux vont être stables dans la matière, enfin par frottement on ne va pas pouvoir enlever les noyaux, on va juste capter et récupérer quelques électrons. Il peut y avoir aussi des électrisations par contact. Alors c'est quand on a un objet qui est chargé électriquement, qui est mis en contact avec un autre objet, alors il va lui transmettre une partie de sa charge, il va y avoir équilibre de la surcharge, on pourrait dire. Alors si le matériau est conducteur, eh bien comme les électrons ont de la facilité à se déplacer, eh bien les électrons vont se mettre partout à la surface du matériau qui est électrisé par contact, alors que s'il est isolant, et bien comme les charges électriques n'ont pas la capacité de se déplacer facilement dans un isolant, ils vont rester localisés. Et enfin, on a aussi une électrisation qui s'appelle par influence, c'est-à-dire que si j'apporte une baguette ici chargée moins près d'un corps,
isolant ou conducteur, eh bien on va avoir les charges moins qui vont repousser les électrons, donc les électrons vont plutôt se déplacer ici sur la surface la plus loin du matériau, alors que ici on va avoir un déficit d'électrons, donc une charge plus. Alors au final on a des charges plus et des charges moins, donc on a un effet de ces charges, un effet attractif de ces charges plus sur ces charges moins, mais un effet répulsif de ces charges moins sur ces charges moins. Sauf que l'effet attractif l'emporte sur l'effet répulsif entre les deux charges moins, parce que ici on est plus près. Donc la force d'interaction électrique dépend de la distance et elle en dépend au carré. Hein, si on double la distance, la force est 2 fois plus petite. Donc là, dans le dessin qu'on a fait ici, 4 fois plus petite, puisque c'est au carré. Donc si ici, oui, sur ce dessin, la distance entre ça et la distance entre ça et ça, on voit ici qu'on est 4 fois plus grand là. Hein, cette distance entre ça et ça, elle est 4 fois plus grande à peu près qu'entre ça et ça. Et bien, ça voudrait dire que la force de répulsion est 16 fois, donc 4 fois 4, 4 au carré, est 16 fois plus petite que la force d'attraction ici, et donc l'attraction l'emporte, et l'électrisation par influence nous montre des cas d'attraction. On peut avoir aussi des dipôles électriques. C'est pour les substances dipolaires. Alors c'est par exemple la molécule d'eau. Si je dessine la molécule d'eau comme ça, là, comme une tête de Mickey avec ses deux atomes d'hydrogène et son atome d'oxygène, ben, le nuage électronique, en fait, il est plus sur l'oxygène parce qu'il attire plus à lui les électrons et un peu moins sur l'hydrogène. Donc globalement ici, ça va être plus chargé négatif et globalement de ce côté, ça va être un peu chargé positif parce que les électrons, ils sont plus de l'autre côté. Voilà, donc ça, cette molécule d'eau, bah, finalement, ça pourrait se modéliser comme un espèce de domino chargé plus d'un côté, moins de l'autre. C'est ce qui est dessiné ici, plein de petits dominos qui sont chargés moins, plus de l'autre. Et donc, on peut avoir de l'électrisation par influence qui permet de dévier un petit filet d'eau. C'est une expérience très classique et assez jolie. La loi de Coulomb, qui a été déterminé par Charles-Augustin Coulomb donc au XVIIIe siècle, nous dit que la force électrique est proportionnelle, donc ça c'est le coefficient de proportionnalité, tout d'abord aux deux charges qui s'influencent, c'est-à-dire que si ici j'ai une charge de 2 coulombs et puis que là j'ai une charge de 1 coulomb, alors ça c'est ma situation initiale. Voilà. Alors si, donc ça c'est QA, ça c'est QB. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, si ici, au lieu d'avoir 1 coulomb, j'ai 2 coulombs, j'aurai plus de force entre les deux. Voilà. Donc c'est proportionnel à QB. C'est aussi proportionnel à QA, parce que si je reviens à 1 coulomb, mais que cette fois-ci ici, au lieu d'avoir une charge ici de 2 coulombs, j'ai une charge de 3 coulombs, et bien dans ce cas, la force d'attraction sera plus grande. Et enfin, elle dépend de l'inverse de la distance au carré, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, j'ai une certaine distance, ça correspond à une certaine force. Si ma charge QB se déplace et puis elle est ici à une distance, si QB est là et que cette distance totale ici est doublée, eh bien la force sera 4 fois plus petite. Force gravitationnelle et force électrostatique. Alors, d'une manière générale, on dit que deux objets sont en interaction parce que quand A agit sur B, B agit sur A. Les forces ne vont jamais toutes seules, elles vont par paire. Ça s'appelle d'ailleurs la troisième loi de Newton, mais on n'est pas censé apprendre cette dénomination. Alors, par exemple, si j'ai une petite planète et une grande, alors ici ça pourrait même être à l'extrême un tout petit objet, mettons même une pomme qui serait en gravitation, qui serait en orbite autour de la Terre, eh bien en fait la Terre attire autant la pomme que la pomme attire la Terre. Et ça c'est un peu bizarre parce qu'on se dit mais non, la pomme elle ne peut pas attirer autant la Terre. Parce que sinon on pourrait se dire que si si la pomme attire la Terre, eh ben pourquoi c'est pas la Terre qui tombe sur la pomme plutôt que la pomme qui tombe sur la Terre?
Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a un deuxième phénomène qui est la difficulté de mettre une masse en mouvement qui est liée à sa masse, justement. Donc là, dans notre cas ici, même si les deux forces sont égales, même si la pomme attire autant la Terre que la Terre attire la pomme, eh ben, c'est pas du tout la même chose de mettre en mouvement une pomme parce qu'elle est toute petite, toute légère, donc elle va facilement tomber pour cette force-là. Alors que là, même si la Terre est attirée par une grande force, ben, elle a aussi une masse tellement immense qu'elle est très difficile à mettre en mouvement et qu'elle ne va pas tomber. Alors pour résumer, hein, si j'avais deux planètes de même, exactement de même masse, les deux s'attirent avec une même force. Bon, bah, si on partait d'une situation initiale où ces planètes sont immobiles, eh ben, elles se retrouveraient, elles s'entrechoqueraient exactement au milieu. Si maintenant j'ai une planète qui est deux fois plus lourde que l'autre, eh bien, si je lâchais deux billes attirées par des forces, alors des forces identiques, mais par contre, comme celle-ci est plus facile à mettre en mouvement, si elle est deux fois plus légère, elle fera deux fois plus de chemin, et donc le choc ici aura lieu tel que la petite masse aura fait deux tiers de la distance et la grande masse aura fait un tiers de la distance. Voilà, et dans le cas extrême de la pomme par rapport à la terre, eh ben, les ratios sont tels que bah, la pomme ne fait presque rien et la terre ne fait presque rien et la pomme fait presque tout. Alors, une action mécanique est modélisée par une force. Alors là, il y a un peu de vocabulaire. Action mécanique, on sait que tel objet a une action sur un tel autre objet. Une force, c'est une façon de représenter cette action. C'est on va dire, un modèle mathématique, c'est une façon de mathématiser la réalité. L'action, ça serait la réalité, et puis bah, on essaye de la représenter par un truc mathématique qui est bien pratique. C'est une force, enfin la force, qui elle-même est représentée par un outil mathématique qui est le vecteur. Alors pourquoi le vecteur? Pour représenter une force. Eh bien, une force, elle est caractérisée par un point d'application, une direction, un sens et une intensité. Une force peut être plus ou moins grande. Eh bien, finalement, on voit que quand on trace un vecteur, on a ces quatre caractéristiques. Le vecteur est porté par une droite d'action qui définit la direction, il a un sens défini par la flèche, il a une longueur qu'on va relier à l'intensité par le biais d'une échelle, et il a un point d'application qui est le point d'origine du vecteur. Voilà pourquoi le vecteur est l'outil idéal pour modéliser les forces et pour modéliser toutes les grandeurs qui ont un sens, une direction, une intensité, un point d'application. On verra qu'il y en a d'autres. Alors, par exemple, la force gravitationnelle, elle va se calculer avec une formule qui ressemble à la formule qu'on a vue tout à l'heure. Alors, c'est toujours, par exemple, la force exercée par un corps A sur un corps B, et on voit qu'il est proportionnel. Donc ça, j'ai cette coefficient de proportionnalité qui vaut 6,67 10-11 newton par kilogramme au carré mètre carré, multiplié par la masse de A fois la masse de B divisé par la distance au carré, et cette force est portée par le vecteur ER qui est le vecteur unitaire porté par la droite AB orientée entre A et B. Alors un petit schéma s'impose, si là j'ai A et que là j'ai B. Voilà la droite, AB, et donc le vecteur ER orienté de A à B, bah, ça va être ce vecteur-là qui est un vecteur unitaire, c'est-à-dire que sa longueur vaut 1 et nous montre juste la direction. Donc la force F va être portée par ce vecteur et sa norme va valoir G fois MA fois MB sur D carré. L'intensité de la force est égale à la valeur absolue de la force précédente, c'est ce qu'on vient de voir. Et donc, comme tout à l'heure, on a une proportionnalité à la fois la masse du corps qui attire, à la fois la masse du corps attiré, et c'est inversement proportionnel à la distance au carré. La force électrostatique, donc on en a déjà parlé, ça ira vite, donc ça a déjà été commenté. Quand Q, ah oui, alors ça c'est il faut dire que c'est une différence essentielle entre tout ce qui est phénomène de gravitation et force électrique, c'est que la gravitation, elle est toujours attractive. Les masses ne sont pas positives ou négatives. Donc, dans notre formule, on est toujours attractif, on a toujours des forces qui montrent que les deux s'attirent.
Par contre, dans cette formule, quand on a QA ou QB qui peuvent être tous les deux, alors s'ils sont tous les deux positifs, eh bien en fait ça fait un F ici qui est dans le sens de ER. Par contre, si on a un, c'est ce qui va être ici, par exemple F, on a le A, B ici, on a F qui est dans le sens de ER. Alors, non, F, c'est celui-là, F, A, B qui est dans le sens de ER. Parce que là, on avait la force de A sur B, c'est celle qui est dessinée là. Par contre, si les deux sont de charge opposée, qu'il y en a par exemple une positive et l'autre négative, eh bien F de A sur B va être de sens opposé à ER. Donc ER, il est toujours de A à B, hein, ER, il est toujours comme ça. Par contre, j'ai maintenant une force qui est dans le sens opposé, hein, ça c'est bien la force exercée par A sur B, et elle est bien opposée au vecteur ER. Voilà. Alors tout à l'heure, on n'avait pas la situation de cas de répulsion ou d'attraction parce que on ne pouvait pas avoir, enfin les masses MA et MB étaient toujours positives, donc on n'avait pas de cas de figure où F pouvait être dans le sens de E ou dans le sens inverse de 1. Ok, alors le champ gravitationnel et le champ électrostatique. Un champ représente la cartographie dans l'espace d'une grandeur physique, c'est donc une représentation dans l'espace, si on peut généraliser ce terme cartographie. C'est une représentation dans l'espace d'une grandeur définie. Alors on peut parler de deux types de champs, des champs scalaires quand la grandeur est scalaire. Alors scalaire, ça veut dire que c'est un nombre, c'est pas un vecteur. Un nombre, il est juste caractérisé par une grandeur, un nombre, c'est-à-dire 2, 5, 8, mais il n'a pas de sens, il n'a pas de direction. 2, 5, 8 d'ailleurs, moins 2, moins 3, ça serait aussi toujours scalaire. Par contre, il n'a pas de sens, dans le sens le long d'une ligne avec vers la droite, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Il n'a pas de direction, il n'a pas de... il y a bien sûr un point d'application, mais pas de sens et pas de direction. Donc, c'est ce qui va nous donner des champs scalaires, ce que sont par exemple les champs de température ou les champs de pression. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette représentation où on voit ici l'Italie et la Suisse et puis dessiner les températures avec un code couleur. Alors on voit qu'ici il fait 20 degrés à peu près, on voit qu'ici il fait 12 degrés, etc., etc. Ici il fait 4 degrés sur les hautes montagnes et donc j'ai une représentation de la température en fonction de l'espace. C'est ce qu'on appelle le champ scalaire de température. Si maintenant on veut représenter une grandeur vectorielle, comme par exemple le champ de vitesse du vent, si je veux montrer le vent un petit peu partout ici, bon je vois que c'est ici représenté avec des flèches qui sont par là. Alors j'agrandis un petit peu, la flèche ici elle est comme ça, le vent souffle en direction sud-ouest ici. Par contre on voit par exemple ici que le vent ici souffle plein sud, et le vent ici ne souffle quasiment pas, et le vent ici souffle nord-ouest. Voilà ce que c'est que, donc quand on associe à chaque point une flèche avec une direction, un sens et une intensité, on a cartographié un champ vectoriel. Alors, pour représenter un champ vectoriel, on représente dans l'espace les vecteurs des grandeurs qui nous intéressent. Alors c'est par exemple pour le champ gravitationnel, si on représente la force, on représente comment on peut représenter ici le champ gravitationnel avec oui, alors c'est un champ, c'est pas vraiment la force, mais c'est lié à la force, et on voit que ce champ est d'autant plus intense qu'on est près de la Terre. Si on est près de la Terre, on est beaucoup plus attiré qu'elle. Si on est plus loin, on est moins attiré. Là, c'est la loi en 1 sur d carré dont on a parlé tout à l'heure. Là, si je suis 2 fois plus loin, je suis 4 fois plus petit en force. Je le vois ici sur la représentation de ce champ gravitationnel. Je vois aussi que les forces pointent toutes vers le centre de la Terre. J'ai ici un champ qui est centripète. Il se dirige vers le centre. Alors on pourrait dessiner carrément, représenter des droites qui montreraient la direction du champ un petit peu partout. Voilà, alors on le dessine comme ça, et ça serait ce qu'on appelle des lignes de champ qui montrent la direction des vecteurs. Elles sont tangentes en tout point au vecteur champ.
Alors si les champs gravitationnels pointent vers la Terre, on voit que cette ligne pointe partout dans le sens du champ. Alors, voilà pour le champ gravitationnel. La valeur du champ créé par une masse peut être déterminée par la relation. Donc G, là c'est un G majuscule, c'est pas le grand G qui est ici le coefficient de 6,67 10-11, la constante. Là en fait c'est le G qui, quand on est à la surface de la Terre, s'appelle petit g et vaut 9,81 et est porté par le vecteur ER toujours. Alors, ce champ G ici de 9,81, bah, c'est le champ qu'on ressent quand on est soumis à la masse de la Terre et qu'on est à une distance de la Terre qui correspond à la distance entre le centre de la Terre et la surface de la Terre, hein, qui vaut environ 6400 km. Donc si je fais le calcul ici de 6,67 10-11 multiplié par la masse de la Terre divisé par 6400 alors 6 400 000 mètres au carré, et ben si je fais ce calcul, je retrouve la valeur de 9,81 qui est connue. Par contre, cette valeur n'est valable qu'à la surface de la Terre, et comme on a vu tout à l'heure, si on s'éloigne de la Terre, eh bien cette valeur sera plus faible. Le champ électrostatique, lui, sera aussi représenté. Alors, le champ électrostatique va être représenté aussi par des lignes de champ. Alors ces lignes de champ, comme ici, on pourrait être dessinées comme ça. Voilà. Comme ça. Elles vont toujours du plus vers le moins. Voilà. Et puis là, bien sûr, il y a des lignes de champ, mais il y en a moins. Comme ça, elles font tout le tour là, puis elles reviennent là. Et on voit qu'elles sont beaucoup plus espacées que là. Et ça, c'est typique des champs, des lignes de champ. Quand les lignes de champ sont serrées, ça veut dire que le champ est plus grand. Hein, on voit ici, plus on se rapproche, plus les lignes de champ sont proches les unes des autres, et plus le champ de gravitation est grand. Alors, tous les objets portant une charge repoussent ou attirent tous les objets portant une charge électrique. Afin de décrire l'action d'une charge dans une zone spatiale donnée, on se place du point de vue de cette charge et on représente le champ électrique créé. La valeur du champ électrostatique créé par une charge Q en un point peut être déterminée par... alors, le champ, c'est K fois Q sur D2ER. Et on voit que par rapport à tout à l'heure, eh bien, quand j'avais la force, c'était, en fait, la force, on voit que c'est QE, alors Q, ça c'est par une charge Q, et quelle est la force qui s'applique sur une charge que je vais appeler Q2? Eh bien, ça sera Q2 fois E, E étant lui-même déterminé par une charge Q. Alors, j'ai une charge Q ici, qui fait un champ un peu partout autour d'elle, donc là, voilà les lignes de champ, ce qu'on a dessiné. Si maintenant j'ai une charge Q2 qui est là, eh bien, je vais avoir une force exercée par Q sur Q2, qui est cette force voilà, exercée par Q sur Q2. Je vais le dessiner ici, par Q sur Q2. Et ça va être égal à Q2 fois E, parce que si on prend cette expression et qu'on remplace ici, eh bien, on voit qu'on va retrouver la loi de Coulomb, c'est-à-dire Q2Q sur D carré, que multiplie la constante K. Et tout ça étant porté par le vecteur ER. Voilà. Donc en fait, on voit bien qu'en tout simplement, on reprend la force de Coulomb, puisqu'on veut cartographier l'effet d'une charge. En fait, on casse la symétrie de rôle que jouent les deux charges. On veut représenter l'effet d'une charge sur le reste de l'espace. Bon, dans ce cas, dans la formule de Coulomb, j'isole tout ce qui définit, tout ce qui n'est pas défini par ma charge Q2, c'est-à-dire tout ça. Et tout ça, je l'appelle E. Ah, et j'englobe le vecteur aussi. Et tout ça, je l'appelle E, champ électrique. Comme ça, je pourrais dire qu'en n'importe quel point, j'ai un champ E. Et que je vais avoir une force qui s'exerce sur une charge Q2 que je mettrai ici,
qui va être égal à Q2 fois E. Comme Q2 c'est une grandeur, positive ou négative, on voit qu'on va avoir un vecteur F qui va être collinéaire au vecteur E, dans le même sens que si Q2 est positif, dans le sens inverse si Q est négatif, et c'est donc un moyen de représenter l'effet d'une charge sur l'espace qui l'environne. C'est bien sûr exactement la même chose pour la gravitation, puisqu'on avait la force de gravitation donc exercée par A sur B, qui était égale à grand G, MA, MB sur D carré porté par le vecteur unitaire. Eh bien, si je m'intéresse à la force donc exercée par A sur B, je vais chercher à définir en un point le champ de gravitation qu'on donne avec un grand G comme ça, grand G créé par A. Eh bien, ce champ de gravitation créé par A, ben, je prends dans cette formule tout ce qui ne concerne pas MB, et je vais pouvoir dire que la force exercée par A sur B, eh bien c'est grand G A multiplié par MB. Et grand G, c'est une grandeur vectorielle que je peux calculer en faisant G fois MA sur D carré porté par le vecteur ER. C'est la formule qu'on avait ici tout à l'heure.